L'histoire de Pompéi, c'est déjà le chaos total. Mais pour ajouter de l'huile sur le feu, on a déterré des faits explosifs. Et je le dis au sens propre. Écoutez bien. Et si ce n'était pas l'océan de lave brûlante qui avait détruit la cité de Pompéi, mais plutôt un tremblement de terre survenu pendant l'éruption du volcan. Remontons à plus de 2000 ans en arrière. On est en l'an 79 avant notre ère. Il était environ 1h de l'après-midi quand le Vésuve a décidé d'entrer en éruption. Les Pompéiens vaquaient à leurs occupations quotidiennes quand la lave a commencé à tout envahir. Le flot était si rapide que la plupart des gens n'avaient nulle part où fuir. La catastrophe a coûté la vie à près de 2000 personnes. La lave a recouvert presque toute la cité, réduisant tout en cendres. Pompéi n'a été découverte qu'au XVIe siècle de notre ère, quand un architecte a ordonné des fouilles pour détourner une rivière. C'est un site très bien étudié aujourd'hui, mais quelque chose d'inhabituel a récemment attiré l'attention des chercheurs. Les scientifiques fouillaient un site appelé la Maison des Peintres au Travail. Ils examinaient 2 squelettes quand ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Ces squelettes appartenaient sans doute à 2 hommes d'une 50aine d'années. L'analyse a montré que ces hommes avaient survécu à la première coulée de lave, mais qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir à cause de ce deuxième événement inattendu, le tremblement de terre. Ces hommes se sont sans doute réfugiés dans la Maison des Peintres au Travail, mais les murs se sont effondrés quand le séisme a frappé. On les a retrouvés en position de protection, comme s'ils tentaient de se protéger de quelque chose qui allait leur tomber dessus. En plus, ces squelettes n'ont pas été retrouvés sous la couche de cendres volcaniques, mais au-dessus, prouvant qu'ils avaient bel et bien survécu à l'océan de lave du Vésuve. Il s'avère que ce n'est pas aussi rare qu'il n'y paraît. Un volcanologue a expliqué que l'activité sismique pendant l'éruption a vraiment aggravé les choses à Pompéi. Selon lui, ce chaos sismique a probablement influencé les choix désespérés de nombreux Pompéiens dans leurs derniers instants. Ce n'est pas la première fois que le monde entend parler d'un possible tremblement de terre à Pompéi. Un dénommé Pline le Jeune, qui a échappé à la catastrophe et tout vu de ses propres yeux, avait devancé ses scientifiques dans ses célèbres lettres. Pline le Jeune était avocat et un personnage important de la Rome antique. Il a été témoin oculaire de toute la catastrophe de Pompéi. Et il a écrit dans une de ses lettres que l'éruption avait été suivie d'un tremblement de la terre. Les chercheurs s'accordent à dire que quelque chose n'a jamais collé. Pompéi est connu pour ses squelettes très bien conservés, car les cendres ont joué un rôle important dans leur préservation. Mais les bâtiments étaient dans un état épouvantable, rendant difficile la reconstitution de la cité telle qu'elle était. Pompéi était vraiment unique en son genre. C'était l'une des cités les plus dynamiques et animées de l'Empire romain antique. La cité était immense. Elle a pu compter jusqu'à 30 000 habitants à son apogée. La maison du faune, par exemple, illustrait parfaitement la façon dont les riches romains vivaient à Pompéi. C'était une demeure immense qui possédait même 2 jardins à l'intérieur, occupant tout un pâté de maisons. On aurait dit du marbre blanc, mais c'était en fait du stuc peint. Pour les chercheurs, il était clair que seuls des aristocrates y vivaient. Il y avait aussi ce célèbre forum. C'est là que se déroulait l'essentiel de la vie administrative de la cité. Il était composé de nombreux bâtiments, comme la basilique, lieu central des réunions politiques et civiles, le Macellum, qui était un marché, et plusieurs temples. Si on visitait ça à l'époque, on verrait une foule d'hommes vêtus de tuniques. Quelques privilégiés portaient des toges, ces lourdes pièces de tissu blanc drapées qui ressemblent à des draps enroulés autour du corps. Les toges étaient surtout portées lors des grandes occasions, car elles coûtaient cher, étaient difficiles à laver et considérées comme un costume traditionnel. Les candidats aux élections les portaient durant leur campagne pour que le peuple les reconnaisse comme prétendants. Impossible d'oublier la Villa des Mystères. Joli nom, non? Elle s'appelait ainsi à cause de fresques mystérieuses retrouvées à l'intérieur. Les archéologues d'aujourd'hui n'ont toujours pas compris ce que ces scènes peintes représentent. Sans doute une sorte de rituel ou de cérémonie. Au fait, une villa, c'est simplement une grande maison de style romain en périphérie. Pas forcément un endroit ultra chic où vivent les riches et les beaux. C'est généralement situé en bordure de ville, près des remparts. Celle de la Villa des Mystères, en particulier, a été retrouvée étonnamment bien conservée lors des fouilles modernes. Elle abritait même une zone de production, comme sa propre petite industrie.
Il était courant que les Romains aisés possèdent de grandes terres agricoles, comme des oliveraies par exemple. Ils construisaient aussi une station de transformation dans leur villa pour extraire l'huile et la conditionner. L'amphithéâtre, c'est là que certains hommes riches payaient pour offrir des combats de gladiateurs au reste de la ville. Il a été construit vers 70 avant notre ère. Et c'était l'un des plus anciens amphithéâtres du monde. Plus ancien encore que le Colisée de Rome. Cet immense édifice pouvait accueillir près de 20 000 spectateurs à la fois. Les places étaient réparties selon la classe sociale, donc on repérait facilement qui faisait partie de la noblesse. Ah, et si vous vous demandez pourquoi il avait cette drôle de forme d'œuf, c'est parce que c'était la forme qui offrait une vue dégagée où que vous soyez dans la foule. Comme toute autre cité romaine, Pompéi avait elle aussi ses célèbres thermes. Comme toutes les maisons n'avaient pas accès à la plomberie à l'époque, la plupart des gens ne se lavaient pas chez eux. c'est pourquoi tant de Romains fréquentaient les bains publics, généralement en fin de journée, pour se laver. Mais ne vous y trompez pas, Ce n'était pas qu'un lieu de bain, c'était un véritable haut lieu culturel. Les thermes étaient composés de nombreuses salles. La première ressemblait à un vestiaire, où les gens rangeaient vêtements et effets personnels. c'est là que les classes supérieures et inférieures se mélangeaient. On reconnaissait facilement la classe sociale de quelqu'un à ses vêtements et ses bijoux. La quantité d'or et d'argent portée à l'époque n'a rien à voir avec ce que la plupart des gens portent aujourd'hui. En général, les riches laissaient quelqu'un surveiller leurs affaires pendant qu'ils prenaient leur bain. Car oui, des objets pouvaient disparaître pendant qu'on se détendait. L'attention portée aujourd'hui au bien-être existait déjà chez les Romains de l'Antiquité. Il était courant, avant le bain, de s'enduire la peau d'huile d'olive. On rappelait ensuite la peau sale avec un strigile. Ça peut paraître bizarre, mais aussi extrêmement agréable. Les thermes avaient des salles de massage. Certains avaient des salles de lecture et même des cours pour faire un peu d'exercice. Oh, il y avait même un natatio, ou une piscine si vous ne parlez pas couramment le latin. Après tout, les Romains disaient « un corps sain dans un esprit sain ». les boulangeries. Le pain était l'un des aliments de base du régime pompéien, au point qu'il y avait environ 30 boulangeries dans la cité. Le pain était fait frais, à partir de 0, chaque jour. Dans une zone spéciale de la boutique, on moulait le maïs ou le blé, et des mules tournaient en rond pour faire fonctionner les meules. Ce qui est amusant chez les Pompéiens, c'est qu'ils aimaient couvrir les murs extérieurs des bâtiments de peinture, un peu comme les graffitis aujourd'hui. Leurs peintures, souvent des fresques, représentaient la vie quotidienne dans la cité. Les Romains de l'Antiquité adoraient le grand air, alors colorer leurs murs leur semblait une bonne idée. Beaucoup de maisons avaient aussi des fresques à l'intérieur pour compenser le manque de fenêtres. Les peintures donnaient aux propriétaires l'illusion de plus d'espace, si la peinture représentait, disons, un jardin par exemple.